Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode hors série, ou devrais-je dire hors séance, consacré à l'entièreté de l'interview que j'ai pu avoir avec Antoine Coppola, professeur à l'université Sungkyunkwan de Séoul, et sur lequel nous avons pu échanger plus en détail afin d'approfondir l'épisode sur Morangbong, chronique coréenne. Je vous laisse donc découvrir l'entièreté de cette interview que j'ai souhaité vous partager brute, sans beaucoup de montage. Je vous remercie également de votre indulgence vis-à-vis de la qualité d'enregistrement entre l'Europe et Séoul, avec le décalage horaire et également les conditions climatiques défavorables à Séoul. Il paraît qu'il y avait une pluie tropicale. Malgré une tentative d'améliorer la qualité sonore, ça a été plutôt délicat de mettre au niveau. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a une certaine actualité récemment parce que Claude Lanzmann est mort. Oui, en plus. Oui. Je me souviens quand le livre est paru, il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné dans mon bureau à Séoul. C'était assez émouvant. Il avait sa voix très très grave et très profonde, solennelle un peu. Sa façon de parler était assez solennelle. Et on a discuté un petit peu il a lu le livre. Et il était content, il pensait que c'était correct, que j'avais bien reconnecté les choses, parce que c'est une reconnexion un peu, c'est un puzzle de petites informations, de petites traces par-ci par-là qui ont été regroupées pour former cette histoire. Donc il était content et il est reparti lui-même à Séoul. Il est reparti à Pyongyang pour revoir les lieux là-bas. D'accord. C'était des instances, c'était le seul survivant en fait de cette affaire-là, parce que quand j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé l'enquête en fait sur le livre, il y avait encore Chris Marker qui était assez réticent à parler de tout ça. D'accord. Mais qui a accepté quand même de discuter avec moi de ce qui s'était passé, qui avait une sorte de fascination. Il voulait garder. Je pense que Chris Marker, c'était un peu compliqué parce qu'il voulait garder une mémoire un peu mythique de la Corée du Nord. D'accord. Et chez lui, il avait des posters de Nord-Coréens. Il avait des traces de ce voyage-là qu'il a toujours gardé. Et un peu comme Lanzmann, en fait, je pense qu'il voulait pas critiquer la Corée du Nord. C'était des gauchistes, Lanzmann et Marker. C'était des gauchistes qui croyaient à la révolution marxiste-léniniste. Et donc du point de vue idéologique, il voulait pas... Et donc il pensait que la Corée du Nord c'était une expérience qui avait mal tourné, c'est sûr, qui avait mal tourné, mais il pensait pas. Marker disait il faut pas hurler avec les loups des banques capitalistes. Et il disait je veux pas me joindre à tous ces riches qui du fond de leur banque vont lui dire voilà. Le communisme, c'est la Corée du Nord, vous voyez ce que c'est. Donc, il voulait pas aller dans ce sens-là. Bon, il n'en pensait pas moins. Je pense que Lanzmann, lui, il a commencé très tôt, beaucoup plus tôt, à remettre en question, en fait, le régime nord-coréen. Quand il est allé là-bas, dans le voyage, il s'en est pris aux dirigeants nord-coréens, de manière assez naïve, d'ailleurs. Je pense qu'il s'attendait pas, personne ne s'attendait à cette époque-là, que ce soit des criminels, des assassins, des massacreurs. Il y avait Lanzmann, Bonardo, le réalisateur du film, il était mort déjà depuis 1980. On n'avait pas la source principale. Oui. C'est un travail d'anthropologie humaine et basé sur l'histoire orale. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est quelque chose qui est éphémère, l'histoire orale, parce que les témoins qui peuvent disparaissent petit à petit. Donc on n'est pas dans une histoire, on va dire classique, basée sur des textes des textes sont pas forcément plus vrais que les témoignages oraux. Mais du coup, ça participe à ce mythe en plus tout autour de ce film. Ça crée vraiment le mythe. Oui. Mais bon, dans ce cas-là, on est tombé aussi sur des mythomanes. Oui, d'accord. Lanzmann, Armand Gatti, le scénariste du film, ou même Chris Marker, c'est des gens qui sont des créatifs, des créateurs d'histoire. C'est des gens qui créent leur légende. Donc en parlant avec eux, en échangeant avec eux, on voyait bien que, bon,
fallait faire la part des choses, la part de la légende et de la réalité. Et, sinon, je pouvais faire un autre livre, par exemple, avec des interviews, des livres d'interviews. Mais ça aurait donné une mythologie, une légende qui serait contradictoire d'ailleurs entre les uns des autres. C'était une possibilité à un moment donné, j'ai pensé faire ça. Mais en même temps, je voulais un peu me resserrer, me recentrer sur la réalité de cette affaire-là. D'accord. Donc, il fallait que je laisse les témoignages comme des témoignages comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des témoignages faits par des gens très créatifs, très imaginatifs, et qui adorent se raconter d'une manière qui s'écarte de la réalité. Je vais peut-être redonner un petit peu de contexte du coup en vous présentant. Donc, vous êtes maître de conférence à l'université Songyang-Wan de Séoul et chercheur associé au CNRS EHESS. Et du coup, vous êtes auteur, professeur de Songyang-Wan. Et ancien associé à l'EHESS. Ancien associé, entendu. Et du coup, vous avez écrit, en fait, le livre intitulé Ciné-voyage en Corée du Nord, l'expérience du film Morangbong, qui est publié aux éditions L'Atelier des Cahiers, qui est un éditeur français qui publie des ouvrages sur la Corée et sur l'Asie de l'Est. Ma première question, elle est toute bête. Déjà, merci de prendre le temps d'aborder ce film avec nous, mais rien que dans le titre, vous parlez d'expérience. Et du coup, pourquoi et en quoi Morangbong était une expérience ? Parce que ça se passe en Corée du Nord. Et c'est pas évident d'imaginer les tournages en Corée du Nord. Il y en a eu très peu d'étrangers qui sont allés se mêler au cinéma nord-coréen. Le cinéma nord-coréen existait à cette époque. On est en 1958. Le cinéma nord-coréen redémarre. Il est aidé par les Russes, par les Chinois. Il n'y a pas de problème. Il est plus puissant que le cinéma sud-coréen. Oui. Donc l'expérience, c'est d'envoyer des pro-communistes. C'est une délégation communiste là-bas en Corée du Nord et ils ont l'idée de faire un film. Les Nord-Coréens les accueillent bien au départ. Ils sont à cette époque, c'est l'époque du pacifisme, c'est-à-dire que Moscou et tous les partis communistes répandent l'idée qu'il faut avoir une entente cordiale entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, et le pacifisme est le mot d'ordre général qui est donné aux intellectuels pro-communistes de l'époque, et ils sont tous là-bas dans ce cas-là. Donc c'est une découverte, une tentative de rapprochement, et en même temps au niveau du cinéma, c'est une expérience totale, parce que je pense que personne ne connaissait le cinéma nord-coréen du groupe de Français qui arrive là-bas, personne ne connaissait ça. Après, l'expérience, c'est-à-dire que c'est un film qui a quelque chose d'expérimental aussi dans son contenu, dans sa forme. Le scénario déjà était basé sur une histoire traditionnelle nord-coréenne, l'histoire de Chunhyang. Un des pansori, c'est des récits chantés, chantés coréens traditionnels, une sorte d'opéra coréen. Donc c'était une adaptation de cette vieille histoire traditionnelle par Armand Gatti, qui a pondu un scénario énorme en fait. Armand Gatti, c'est déjà un expérimentateur. Déjà à cette époque, il pense le théâtre expérimental, il va être un des grands leaders du cinéma du théâtre expérimental en prison, par exemple, des prisons. Il a beaucoup essayé de ce côté-là. Donc, il est en Corée du Nord, il s'empare du matériel qu'on lui donne, c'est-à-dire l'histoire de Chunhyang, et il va faire un scénario qui est trop gros, trop long. Et Bonardo, le réalisateur, donc, lui va retravailler ce scénario. Donc c'est une suite d'expériences, sans savoir où ils vont, si ça peut marcher. Peut-être Bonardo, il a une petite idée derrière la tête. Bonardo, il est nouveau dans le cinéma, et ensuite il va faire une petite carrière à la télévision. Il n'a pas vécu longtemps. Mais il espère que cette histoire va lui rapporter quelque chose. Pas financièrement, en tout cas, une bonne réputation. Dans l'image. Là, un réalisateur aventurier qui sort des sentiers battus du cinéma français. L'expérience de son côté-là. Pour les autres, c'est plutôt une expérience
de gauchisme, c'est-à-dire aller à l'encontre de civilisations ne connaissent pas et essayer de voir ce qu'ils expérimentent du communisme. Donc, bon, c'est à tout l'idée de l'expérimentation. Et justement, on a déjà parlé de plein de choses, on a parlé de plein de personnages, mais comment est-ce que le film va aborder justement les questions culturelles ou sociales, sociétales, qui sont spécifiques à la Corée du Nord? Bon, le film se base sur un récit traditionnel déjà. C'est une histoire d'amour entre une histoire d'amour impossible, une sorte de Roméo et Juliette traditionnelle. Donc il y a l'idée de garder quelque chose de la tradition coréenne, des traces et franchement, ils sont dans la transformation. Je pense que bon, les communistes nord-coréens vont pas s'attarder à cette tradition, ils vont simplement la remodeler dans le sens de la révolution communiste. Les Français aussi, Mangati est très clair sur ce point-là. Il s'agit de faire une proposition pour le futur. C'est pas des passéistes, c'est pas des identitaires non plus, c'est-à-dire pas comme les Korean Studies actuelles, les études coréennes qui sont souvent orientées sur la recherche de spécificité coréenne, l'identité, les racines, des choses comme ça, l'essentialisme en philosophie, plutôt ça les démarches essentialistes. Non, ce sont tous des existentialistes. Tous des existentialistes, et la Corée, ils la créent sur le moment. Elle se crée au moment où eux, ils y sont. Ils deviennent coréens, et la Corée devient eux. Ils sont vraiment très ouverts et expérimentaux, en tous les sens. Donc, s'attarder, c'est un décor. La culture, pour eux, bon, c'est clair. La culture, c'est un décor. La réalité, c'est la lutte des classes, c'est le déterminisme socio-culturel, c'est le déterminisme économique. C'est ça la réalité pour eux. Donc, je repense cette histoire traditionnelle, ce Roméo et Juliette, qui oppose des familles, qui oppose des riches et des pauvres, mais de manière traditionnelle, des destins. Et ils essayent de trouver, par exemple, l'idée de liberté, l'idée de liberté et d'égo, de liberté individuelle. Il y a un héros dans ce film-là, il n'existe pas dans l'histoire traditionnelle. Oui. C'est eux, ce héros, il est très, c'est l'étranger de Camus. C'est l'étranger de Camus. Ce héros, c'est Meursault. C'est-à-dire qu'il est là, il expérimente sa volonté. Donc la libre volonté, bon, ça c'est pas un concept qui existe dans la tradition coréenne. Ça, c'est pas du tout ça. Donc eux, ils implantent ça dans ce décor coréen. Et ils sont pas du tout essentialistes, ils sont pas du tout identitaires. Pour eux, c'est la révolution. C'est un pays révolutionnaire, et la révolution, c'est le futur. C'est pas un retour, c'est pas post-moderne. Ils sont pas dans, on va dire, dans un certain sens, ils sont post-modernes parce qu'ils s'intéressent à ce passé, mais ils sont pas post-modernes dans le sens actuel, c'est-à-dire néo-conservateurs, néo-traditionnalistes. Ils ne veulent pas restaurer les rois et tout ce fatras de tradition. Ils sont dans une expérimentation d'un renouveau avec des traces du passé. Ils pensent qu'il y a des choses du passé qu'il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter, qu'il faut essayer de remettre en ligne, remettre en mouvement dans la bonne direction. Et pour eux, c'est très clair, la direction, c'est la révolution socialiste. Et justement, comment est-ce que le film il a été perçu d'abord en Corée du Nord, parce qu'il a remporté un prix à Pyongyang? Comment est-ce que le public a pu assister à la séance l'a perçu? Et ensuite, comment est-ce qu'il a été vu à l'international? Puisqu'on se parle quand même d'un certain contexte et de certaines valeurs sous-jacentes au film. C'est très simple parce qu'il n'a pas été vu à l'époque. Il n'a pas été vu à Pyongyang. Le film a déplu. Le film a déplu aux autorités. Je pense que Bonardo, qui était resté seul finalement pour travailler sur ce film, a eu du mal petit à petit avec les autorités qui d'abord étaient positives, optimistes, lui ont prêté du matériel, pas beaucoup de matériel, mais lui ont prêté en tout cas la main d'œuvre. Les acteurs, les musiciens, les acteurs, les techniciens aussi. Et petit à petit, on retirait cette aide.
ils l'ont laissé finir le film presque seul. Et il se doutait. Il y a des accusations très dures contre la Corée du Nord dans le film, contre la guerre, par exemple. À un moment donné, Leonardo qui joue le français journaliste, le témoin, il joue son rôle dans le film lui-même. Il demande, en voyant les morts, les bombardements, le résultat des bombardements, il accuse en fait la Corée du Nord d'avoir agressé, en fait, provoqué la guerre, d'être entré en guerre. Donc d'aller au-delà de simplement des positions politiques, donc d'aller au conflit armé. Donc et aussi il y avait une demande de la Corée du Nord de montrer plus positivement les jeunes et surtout les leaders. Dès cette époque-là, en fait, dès avant la guerre des 48, en fait, il y a un recentrement sur le culte de la personnalité du leader Kim Il-sung. Et donc il y a une idolâtrie. Cette idolâtrie, les Français la refusent, Bernardo l'a refusé, donc ils n'ont pas beaucoup d'images. Dans le bouquin de Chris Marker, le bouquin de photos aussi, de Chris Marker qui a été fait à peu près au même moment, qui était une sorte de repérage pour le film, en fait, les photos, les lieux, on voit dans les photos, on les retrouve dans le film, aussi a refusé de rentrer dans ce culte de la personnalité très stalinienne des Nord-Coréens. Donc ils ont été censurés en Corée du Nord. Et Bernardo est parti en fait avec les rushs du film pour faire le montage en Belgique. Et, il n'a pas pu faire le montage du film en Corée du Nord. Je pense qu'ils l'ont presque chassé. Donc la réaction était, il n'y a pas eu de réaction populaire, il n'y a pas de réaction publique, sauf celui des militaires nord-coréens. On m'a pris la chute. Tu as enterré le film. Et concrètement, pendant le film, il y a dû y avoir énormément de défis, et l'un des premiers, je pense, à relever, c'était la barrière de la langue, la frontière linguistique. Comment est-ce que concrètement ils s'y sont pris? Parce qu'on a 80% du film qui est en coréen, même peut-être plus, et un coréen du Nord. Bon, à l'époque, Coréen du Nord ou du Sud, c'était la même langue. Oui, oui. Voilà, la Corée du Nord, en fait, il y a une partie géographique, c'est vrai, des gens qui étaient au Nord parce qu'ils sont nés au Nord, mais beaucoup venaient du Sud. C'est-à-dire, ils ont choisi de créer la Corée du Nord comme un pays révolutionnaire communiste. Et, des gens qui parlaient de tout ça, du Sud. C'est pas mais bon, pour les Français, c'était quand même une langue étrangère, comme tout ça, les dialectes. La langue ne les intéressait pas. Ça, c'est très clair que Gatti, qui est pourtant un homme de théâtre, en tant que révolutionnaire, la langue est le lieu de la tradition, et le lieu de l'aliénation. La langue emprisonne les gens dans les idées, emprisonne les gens dans des visions caricaturales. Mais la langue, c'est l'autorité. La langue, c'est la parole de l'État. La langue, c'est la parole des autorités qui imposent leur façon de parler, leur façon de penser à tout le monde. Donc en tant que révolutionnaires, ils sont plutôt dans l'image. Ils sont plutôt dans la découverte visuelle, plutôt dans la liberté que propose l'image. Donc, il y a d'ailleurs pas beaucoup de dialogue dans ce film-là. Il y a eu un problème de langue, c'est que les Nord-Coréens, évidemment, voulaient traduire le scénario de Gatti. Oui. Entre les traducteurs, traduisaient à leur manière. Ils étaient entourés des traducteurs qui étaient des guides et qui étaient en fait aussi des surveillants. Ça, c'est encore le cas entre les Nord, c'est comme ça. Donc, une relation un peu conflictuelle, amicale, parce qu'ils pouvaient communiquer en français, en même temps, mais conflictuelle, parce que c'était un cas de choix. Donc, c'est ça, c'est nouveau là, la langue se pose. Dans le film, c'est un film qui fait référence au réalisme de l'époque, des années 50, 40, 50, donc au réalisme italien, néo-réalisme italien. C'est un film qui fait référence à la littérature française, Camus, de l'étranger, qui fait référence à des concepts français aussi, la liberté d'expression, le pacifisme, l'antimilitarisme.
voire au féminisme. Et donc, il y a bien autre chose que la langue coréenne. Qui, pour eux, était encore une fois, en tant qu'élément de la culture, c'est que décoratif. Mhm. Et c'est c'est dangereux, c'est pas gagné. D'accord. Là, vous parliez un petit peu de toutes les influences, du coup, Camus, le néoréalisme italien, toute cette période du cinéma italien qui a influencé le film. Mais est-ce que le film en lui-même a un style, du coup, qui se dégage, c'est une authenticité et quelque chose d'unique du fait de ce mélange? Et du coup, est-ce que ça se retransmet dans son style visuel également? Oui, il est unique parce que ça se retransmet dans son style visuel. Oui, c'est unique. Il y a un mélange déjà des lieux, des personnages qui sont coréens, les habitations, leur attitude. Ce mélange-là dans une esthétique qui est très française, je veux dire. Parce que l'esthétique nord-coréenne à l'époque, de 58, les films, c'est des films qui obéissent au réalisme socialiste. Mhm. Donc c'est une esthétique qui a été figée dans les années 30, en 34 exactement, à Moscou, reprise par les Chinois en 42 et continuée par les Nord-Coréens dans les années 50. Donc c'est une esthétique idéaliste. Et, dans le réalisme socialiste, c'est confus, c'est très politique, mais ça veut dire en gros, il faut représenter des idées. Il faut représenter des idées. Donc c'est pas vraiment tout le monde représente quelque chose. Et il n'y a pas, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'effet, d'ambiguïté du réel, il n'y a pas de complexité dans ce film-là. C'est très simple. Et à l'époque, il fallait illustrer la résistance coréenne contre les Japonais. Il fallait illustrer la reconstruction du pays, montrer les héros militaires, il y a beaucoup de films militaires, et les commissaires politiques qui venaient au service des villages, des problèmes de nourriture, etc. Il fallait illustrer un peu le pays tel qu'il se développait à l'époque. Le film Molambo ne va pas du tout dans ce sens-là. Il y a quelques images obligatoires. Il fallait qu'il montre des constructions. Mhm. L'université de Pyongyang, par exemple, qui était en train d'être reconstruite. Voilà, c'était une image obligatoire. Quelques images traditionnelles des filles sur des balançoires en robe traditionnelle. Donc tout ça, c'est des clichés qui étaient obligatoires, qu'ils ont insérés dans le film, un peu sûrement malgré eux, mais ils ont pas obéi au réalisme socialiste du tout. Le personnage, il est antimilitariste, pacifiste, c'est un charpentier, qu'il soit au nord ou au sud, ça n'inquiète pas trop. Il parle pas de politique. Mais il y a énormément d'éléments au niveau de l'histoire qui appartiennent pas au réalisme socialiste. Et l'esthétique aussi, donc le néo-réalisme italien, c'est-à-dire des plans assez larges qui toujours mettent en dialectique le contexte avec les personnages. Les personnages réagissent au contexte et le contexte peut être bouleversé par le personnage. Cette dialectique-là, ça appartient au réalisme européen. Il y a l'italien, mais il y en a d'autres. L'ambiguïté il n'y a pas les méchants et les bons. Ça, c'est aussi, ça appartient pour monter à Jean Renoir. Renoir avait édicté ces règles-là comme parrain, en fait, du réalisme italien. Donc on retrouve ça, on retrouve ces éléments-là, en lumière, les lumières naturelles, pas trop d'effets, pas trop d'effets de montage, par exemple, pas trop d'effets de musique qui viennent souligner exagérément les choses. Voilà. Non, tout ça, ça appartient pas au réalisme socialiste, ça appartient à une esthétique, oui, européenne, je dirais européenne. On le retrouve dans d'autres films des années 50 en France. C'est un film écrit, basé sur une cas de sape typhus, qui s'appelle, c'est typhus. Oui. Bon, il y a des films des années 50 français qui donnent cet aspect-là. Ce qu'il y a, la différence, qui le ramène plus à l'Italie, en fait, c'est une sorte de silence. Un film assez silencieux. On peut dire que ça vient du problème logistique du contemporain. Mais je pense que c'était aussi cette volonté un peu par rapport au cinéma français qui commençait à être très très bavard dans les années 50. C'était les dialogues, le dialoguiste, les gros mots, tout ça.
Donc là, ils vont pas dans ce sens. Leonardo va dans le sens de l'observation, du silence, des temps morts. Sentir le temps, en fait, à travers le film. Oui, oui, c'est ça, c'est laisser l'image parler, Et c'est l'image plus parlée. que les acteurs, plus que le dialogue des acteurs. Et en fait, on peut le voir comme 58, c'est l'année de Hiroshima, mon amour. Mhm. C'est l'année de Duras et de René. Et on peut voir ça comme un lien. C'est assez proche, en fait. Il y a cette esthétique de silence, cette esthétique de l'ambiguïté sur les personnages qui sont en doute, qui hésitent dans leurs gestes, qui hésitent dans leur attitude. Donc c'est une sorte de néo-réalisme qui va vers une modernité qui n'était pas encore en France, c'est pas encore tout à fait au point, mais Hiroshima mon amour sort en même temps. Sort en 58 quand eux ils sont en train de tourner Lanzmann. Donc on comprend. Lanzmann, c'est vrai que Lanzmann fait le lien avec le moderne, mais bon, Lanzmann n'a pas participé au tournage, n'a pas participé à l'écriture, il faisait juste partie du groupe quand ils sont arrivés là-bas. Mais en fait, c'est ce Lanzmann, il est un peu le symbole de l'époque. Il est ce philosophe existentialiste, pro-communiste, qui va s'intéresser à une esthétique, qui va renouveler l'esthétique du documentaire. Lanzmann, c'est oui, bien sûr. le documentaire avec Shoah. Voilà. Nuit et brouillard aussi, oui, bien sûr. Et c'est intéressant parce que peut-être pour des personnes, justement, si je leur présente le film, voilà, vous allez voir un film nord-coréen. Inconsciemment, je pense que beaucoup, on va avoir ces espèces de plans en tête, un petit peu en contre-plongée, qui font un petit peu la gloire des idéaux dont on a parlé, etc. Et finalement, eh bien, Morangmon s'éloigne complètement, en fait, de cet esthétisme, si j'ai bien compris. C'est pas du tout un film nord-coréen. Ça, je dois être clair. C'est un film français, complètement français, donc qui a été, on va dire, coproduit par les Nord-Coréens. Mais c'est pas un film nord-coréen du tout. Du scénario jusqu'au tournage, au montage, ça utilise des éléments comme par exemple la musique. Ça utilise la musique de l'orchestre national nord-coréen. Bon, je dis, on pourrait dire ça que c'est un film nord-coréen. Il n'est pas d'essence nord-coréenne. Donc c'est un film français tourné en Corée du Nord. Ça, c'est la vraie définition de Molambo. Film français, écrit par des Français, réalisé par des Français, interprété aussi par des Français, qui transporte toutes les problématiques de la France et de l'époque. Les problématiques politiques et les problématiques esthétiques aussi au niveau du cinéma, sont transportées là-bas en Corée. Donc c'est une sorte de terrain d'expérience où ils appliquent leur propre problématique. Mais c'est pas un film nord-coréen. D'ailleurs, ils l'ont refusé, mais le nord-coréen était très clair. Ça, c'est pas un film nord-coréen. C'est très clair. Et est-ce que vous pensez, là on imagine, si c'est possible, qu'une sorte de production française existe à nouveau avec la Corée du Nord, ou est-ce qu'une production d'un autre pays pourrait aujourd'hui aller tourner en Corée du Nord? Est-ce que c'est encore possible? C'est encore possible parce que j'ai été mêlé à plusieurs affaires de collaboration avec la Corée du Nord sur des projets de films franco-nord-coréens. C'est très difficile. C'est très difficile. J'ai aussi travaillé avec des Italiens d'ailleurs sur ce même genre de projet. La Corée du Nord invite. C'est pas un pays fermé comme on l'imagine. C'est pas aussi fermé. En fait, tu sors en Corée du Sud, ici par exemple, on peut pas passer au nord facilement, mais je pense par la Chine, par la Russie, on revient, Poutine est très très bien accueilli. En Corée du Nord, les Russes ils s'entendent très bien. Non, il y a des ouvertures un peu partout. Le problème, c'est que les Nord-Coréens sont têtus. C'est les autorités nord-coréennes veulent écrire les histoires, veulent écrire les scénarios. Donc, si on va avec notre projet de film, ils vont dire oui, très bien, venez, surtout amener des dollars, parce qu'ils ont besoin de cash. Amener de cash pour nos dirigeants qui achètent des produits de luxe. Ils ont besoin de Ferrari. Et donc, après, ils veulent réécrire des scénarios. Ils veulent que l'histoire soit retouchée. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination, parce qu'on pourrait penser qu'ils vont nous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, quelque chose de différent.
Mais non, il recycle des scénarios des années 70, des années 80, des films qu'on a déjà vus. Moi, ça m'est arrivé. Donc, le scénario revient, la proposition que tu avais là-bas, c'est très bien, c'est très bien. On va proposer quelques petits changements. Le scénario revient, c'est totalement différent. Et c'est un film que j'ai déjà vu depuis les années 80. Ce qu'on fait dans ce cas-là. Soit on accepte, c'est-à-dire on travaille pour eux. Ça, c'est ce qui est possible. Il y a un réalisateur russe, Mansky, par exemple, qui a réalisé un documentaire, c'est un documentaire, donc c'était plus facile, sur une jeune fille, une danseuse de ballet nord-coréenne. Donc, il est allé là-bas, il est russe, donc il y a quand même quelques facilités. Il a accepté de tourner ce qu'on lui demandait. Il a fait de propagande, montrer comment les jeunes filles travaillent dur et adorent leur pays, adorent leur leader, et comment elles sont heureuses. Mais il a un peu, c'est un très bon film, ça s'appelle, Under the Sun. Under the Sun. Under the Sun. Et il filme les marges. Il filme un peu plus large que prévu. Son cadre est un peu plus large. Il filme les répétitions. Il filme les préparations. Donc en fait, il filme le tournage d'un film de propagande. C'est assez intéressant. Mais donc, c'est un subterfuge quand même. Il a fallu après qu'il s'échappe de Corée du Nord. Je pense qu'il y retournera pas. Et, bon, il y a des films, il y a des tentatives comme Une caméra cachée. Bon, les Américains ont fait beaucoup de films en caméra cachée. Les Français aussi, c'est Gilles de Maistre, qui a fait un film Voir le pays du matin calme. C'est aussi une sorte de télé-réalité en fait. C'est une sorte de sitcom français, mais tourné en Corée du Nord, en caméra cachée. Bon, mais c'est vrai que c'est pas une collaboration officielle, directe et pleine, on va dire, et c'est difficile. Et pas seulement pour les Français. Les travailler avec des Italiens aussi, c'est compliqué. Ils peuvent être, ça peut être des communistes convaincus. C'est pire en fait. C'est pire. Avec des gauchistes et des communistes convaincus qui veulent se rapprocher de la Corée du Nord, les relations s'enveniment très très vite. D'accord, oui. Parce qu'ils ont en commun des dogmes et on voit que les autorités nord-coréennes ne respectent pas du tout. Ils sont en pleine Juche. Le Juche, donc c'est la néoconservatisme traditionnel, etc. Évidemment, rien à voir avec les gauchistes actuels. Et je pense aussi aujourd'hui, enfin non, ça fait peut-être plus une bonne vingtaine d'années, on a cette vague culturelle coréenne, sud-coréenne précisément, la Hallyu, qui est venue avec son lot de films, Old Boy, Memories of Murder, etc., qui évolue mais qui continue encore aujourd'hui. Je crois il y a eu la bande-annonce du dernier Bong Joon-ho, qui maintenant travaille plutôt aux États-Unis, me semble-t-il. Comment est-ce que justement le cinéma nord-coréen existe, s'il existe toujours, vis-à-vis du cinéma sud-coréen? Il a existé jusqu'aux années 80. Il y a eu une production relativement importante, avec des gros succès dans les années 80. Il y a encore le bloc de l'Est, encore la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Russie. Ils ont des grands succès. Le Flower Girl, par exemple, en 72, très grand succès nord-coréen, qui reçoit des prix un peu partout, en Tchécoslovaquie. Et donc, on a en Afrique aussi, on dit souvent qu'il y a des pays communistes en Afrique. Donc, dans le pays africain, ma première rencontre avec des cinéastes nord-coréens, c'est des étudiants qui allaient au Mozambique. Des étudiants nord-coréens qui voyageaient à travers Paris, qui allaient au Mozambique, et qui après faisaient un stage en Égypte. Donc il y a tout un réseau de circulation de films, d'étudiants de cinéma, de cinéastes, qui a existé jusqu'aux années 90. Donc là, il y a eu. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une crise économique. Donc le cinéma nord-coréen n'est pas privé, c'est un cinéma d'État, un cinéma qui est contrôlé complètement par l'État, financé complètement par l'État. Donc ils ont réduit les budgets qui étaient attribués au film à cause de la crise économique. Ça s'est réduit petit à petit. Kim Jong-il, le père de l'actuel dictateur,
était cinéphile, donc il a maintenu une classe. Par exemple, les acteurs ou les actrices spécialement étaient dans une haute sphère Du pouvoir. coréen. Et riche, ça a bien sens. Mais malgré sa cinéphilie, il a quand même réduit le budget. Donc le nombre de films s'est réduit énormément. Je me souviens, l'un des derniers, en 2005, j'ai hérité d'une vingtaine de films nord-coréens. C'était une dernière tentative de la Corée du Nord de rentrer en Europe, de montrer leurs films en Europe, avec le journal du jeune nord-coréen. Par exemple, il y a un coffret de films nord-coréens qui est sorti chez Pretty Picture. À cette époque-là, ça a coûté cher parce que j'ai voulu évidemment beaucoup d'argent. En même temps, de leur part, c'était une volonté de se faire connaître, de faire connaître leur cinéma, en prétendant qu'il s'était renouvelé, mais c'était pas vraiment le cas. Pour que Disney, ça a très bien marché. Je me souviens d'une projection à Paris où la salle était comble, les discussions allaient dans tous les sens, plutôt politique en fait, que cinématographique. Alors, c'est normal, c'était tellement rare de voir un film nord-coréen à Paris. Et donc là, en fait, c'était une sorte de baroud de Noël, parce que c'était la dernière fois qu'ils pouvaient faire des films, et tenter d'avoir une industrie du cinéma. Ensuite, ça s'est réduit. Kim Jong-un, l'actuel dictateur, a réduit le statut des acteurs et des actrices. Il a un peu gradué pour des raisons personnelles, je pense. Et il a misé un peu sur la télévision. Donc c'est là où on peut faire un parallèle avec la Corée du Sud. Les dramas. Les dramas nord-coréens, qui ressemblent vraiment beaucoup aux sud-coréens. Et excepté les jeunes premiers, les vrais charmants qu'on voit dans les séries nord-coréennes, et excepté que ça s'adresse exactement en Corée du Sud à des jeunes filles. C'est une sorte de romance pour les jeunes filles, en général. Au nord, c'est un peu plus familial, c'est un peu plus large, et les femmes plus âgées, par exemple, en Corée du Nord, dans les dramas. Mais la distribution est devenue plus facile, c'est moins cher. Les sitcoms, c'est plus facile à tourner, c'est moins cher. Et il y a moins de films, très peu de films. L'un des films, je crois que l'année dernière, pendant 6 ans, il n'y a pas eu de film. Film de fiction officielle, il n'y en a pas eu en pays. Et donc il y en a un qui est sorti l'année dernière, qui ressemble à un film des années 70, et qui n'est pas très différent de ce qu'ils ont fait auparavant. Non, ils ne peuvent pas comparer le boom du cinéma sud-coréen, où le coût des films ont quintuplé, le spectateur, le nombre de spectateurs aussi, les succès internationaux aussi, la Corée du Nord ne peut pas. Financièrement, c'est économiquement, je pense. Qui n'arrive pas à suivre aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est pas qu'ils n'aiment pas le cinéma. Je pense que c'est au cinéma. Le président dictateur Kim Jong-il était cinéphile et pensait que le cinéma avait un rôle à jouer dans l'État nord-coréen, dans le spectacle. Le spectacle nord-coréen, pour eux, l'image est très importante, que j'appelle un régime scopique. Régime scopique, c'est-à-dire que c'est pas une idéologie, c'est un peu abstrait d'idéologie. On peut transformer l'idéologie en image. Et c'est ça c'est clair là-bas. Donc le cinéma, c'est parfait. Ça transporte l'image idéologique. Donc ils ne sont pas du tout anti-cinéma. Ils sont pas du tout... ils sont cinéphiles. Et je pense que c'est un problème niveau économique. Ils n'ont pas les moyens. Avec la fin de l'URSS, ils n'ont plus de support, ils n'ont plus de matériel, spécialement le matériel qui venait de Russie, qui est très important. Tout l'équipement vieillit, s'auto-détruit, on veut dire, et il n'est pas renouvelé. Mais c'est intéressant de voir les séries nord-coréennes. Oui, j'imagine, ça donne des objets rares. Ce sont semblables des séries sud-coréennes, c'est K-drama, ça veut dire K-drama. NK-drama. Et quel est, selon vous, l'intérêt aujourd'hui de retourner découvrir Morangbong? Je pense que ce n'est pas vis-à-vis de la Corée. C'est pas vis-à-vis de la Corée, c'est vis-à-vis du cinéma français. Une expérience du cinéma français qui se déterritorialise
qui tente une expérience dans un autre espace. À un moment charnière, à un moment où le cinéma français a du mal à devenir néo-réaliste, comme les Italiens. Mhm. C'est pas facile, bon, c'est simple à expliquer, Godard l'explique facilement, c'est la censure. La censure. Il faut rappeler que Morandon a été censuré en France aussi. Oui, c'est vrai. Quand ils veulent le sortir en 1960 en France, il sort une semaine, je crois, et ensuite il est censuré parce qu'il est trop communiste. Bon. En pays communiste, il n'est pas assez, mais en France, il est trop. Et il faut rappeler, c'est le gaullisme, hein, c'est la France de Gaulle, et c'est la France qui a fait l'Indochine, la guerre d'Algérie. Donc, montrer la réalité française, comme le néo-réalisme peut le faire au cinéma, c'est montrer le colonialisme et les guerres coloniales. C'est montrer ça. Et c'est pas question de faire ça pour le gouvernement français de l'époque. Donc il y a une censure, c'est tout ça. Et c'est très dur de parler de l'Algérie, de l'Indochine. Donc le cinéma français n'arrive pas à franchir le pas du néo-réalisme à cause de ça. Il ne peut pas aller dans la profondeur des choses, dans la réalité vraie des choses. Il faut attendre, il y a le petit soldat de Godard, il y a Jacques Demy qui fait le parapluie de Cherbourg avec le personnage en Algérie, il revient, il y a quelques allusions, tout ça. C'est un peu compliqué. Il y a Capital qui fait sur l'été une grève des dockers, reconstitue une grève des dockers pour empêcher l'armement d'aller en Indochine. Bon. Et c'est difficile. Et donc, ce Morandon est un peu une trace d'un projet néo-réaliste à l'italienne qui est obligé d'aller en Corée du Nord pour être filmé. Et bien, il y a de ça. En même temps, il y a le modernisme français qui arrive avec Marguerite Duras, Alain René, Marianne Bad, c'est avec Marianne Bad, René Rodriguez, et Godard, qui va arriver avec À bout de souffle, et Truffaut avec Kachankou. C'est un film qui s'inscrit ici, qui s'inscrit à cette transition, cette révolution du cinéma français, qui se demande comment passer du cinéma de papa, du cinéma de studio, avec plein de jeux de mots, de bons mots, plein de dialogues, quelque chose de très théâtral finalement. Comment essayer de s'extirper de ça pour aller vers l'image, pour aller vers l'expression, pour la libération par l'image. Et en même temps, la découverte de leur propre pays. Ce qui ne va pas être possible. Oui. Encore, la Hiroshima en allemand, ça se passe au Japon. Bon, il y a Nevers qui apparaît un petit peu. Donc, voilà, c'est un témoignage de la difficulté du cinéma français pour devenir réaliste. Voilà. Ben, c'est très clair. Merci beaucoup Antoine Coppola d'avoir pris le temps avec moi de revisiter Morangbong, retourner à Morangbong, et je rappelle à nouveau le titre de votre livre, Ciné-voyage en Corée du Nord, l'expérience du film Morangbong aux éditions L'Atelier des Cahiers. Merci beaucoup.